La première fois que j'ai entendu ma fille dire devant tout le monde que je perdais la tête, j'avais encore la tasse de café à la main. Nous étions sur le palier, devant ma porte, au 4e étage. L'ascenseur sentait le métal froid et la lessive bon marché. La lumière jaunâtre du couloir faisait briller les moulures, mais ce jour-là, tout me paraissait terne. Margot parlait avec cette voix douce qu'elle réserve aux étrangers, celle qu'elle utilise quand elle veut avoir raison sans jamais hausser le ton. « Vous savez, disait-elle à Madame Clément, je me fais beaucoup de soucis pour maman. Elle a encore oublié le gaz hier. » Je tenais ma tasse par l'anse comme toujours. Je ne tremblais pas. Pourtant, en voyant le regard fuyant de Madame Clément, ses lèvres pincées dans une compassion un peu condescendante, j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur. Mes doigts se sont refermés un peu plus fort sur la porcelaine. Ce n'est pas exact, ai-je voulu dire. C'était la bouilloire électrique, pas le gaz. Mais Margot ne me regardait même pas. Elle fixait la voisine comme si j'étais déjà un meuble derrière elle. Elle se perd dans le quartier, poursuivait-elle. L'autre jour, elle ne retrouvait plus le chemin de la pharmacie. Je n'ai pas répondu. La pharmacie est au coin de la rue. La croix verte clignote jusque dans mon salon la nuit. Je l'ai vue construire cette pharmacie. Je connais le visage de chaque préparateur. Je sais quel jour arrive le nouveau stock de vitamines. La seule fois où je me suis trompée de chemin, c'était parce que Margot m'avait appelé 3 fois de suite au téléphone pour me poser des questions inutiles pendant que je marchais. Ce couloir, c'était mon théâtre privé depuis plus de 30 ans. J'y avais vu des enfants courir derrière des ballons, des couples se disputaient à voix basse, des voisins revenaient de l'hôpital avec des fleurs très jaunes. Et maintenant, ce même couloir devenait la scène où l'on annonçait ma lente disparition. Autour de nous, 2 autres portes étaient entr'ouvertes. La concierge, Madame Lopez, faisait semblant de balayer l'escalier, mais son balai flottait dans le vide. Une jeune femme du 2e, dont j'oublie toujours le prénom, s'était arrêtée, les sacs de course à la main. Je sentais leurs yeux, comme des petits projecteurs braqués sur moi. « Vous comprenez, disait Margot, la mémoire, cela peut aller très vite. On préfère agir avant qu'il ne soit trop tard. » « Mais je ne suis pas folle, ai-je déclaré calmement. Ma voix était claire, elle a résonné contre les murs blancs, plus forte que je ne l'avais prévu. Pendant 1 seconde, j'ai cru que l'air tout entier s'était figé. Puis Margot a posé sa main sur mon bras, un geste étudié, presque gracieux, comme si elle apaisait un enfant. « Maman, a-t-elle murmuré, ne vous inquiétez pas, tout le monde vous comprend. » Elle m'avait vouvoyé. Margot ne me vouvoie jamais. Elle me tutoie, m'embrasse parfois sur le front, me demande où j'ai rangé la confiture. Mais quand elle veut mettre de la distance, quand elle veut être la femme raisonnable face à la vieille dame instable, elle dit « vous ». Ce « vous » m'a brûlé la peau plus fort que sa main. Je voyais déjà les mots se propager dans l'immeuble, descendre l'escalier comme une odeur de soupe. Elle perd la tête, sa fille s'en occupe, c'est triste, mais au moins elle n'est pas seule. Les phrases se construisaient dans ma tête avant même d'être prononcées, en bas, à la boulangerie, chez le coiffeur, chez le fleuriste. Margot sortit de son sac une enveloppe blanche, soigneusement rangée dans une pochette transparente. « Nous avons pris rendez-vous avec un spécialiste, expliqua-t-elle à la voisine. Il faudra bien évaluer la situation, vous savez, à notre âge. » À notre âge. Elle avait 51 ans. J'en avais 78. Ce « nous » était une autre manière de me voler ma place. Désormais, elle parlait pour moi. Je pensais au médecin de famille, que je voyais chaque année. Il m'avait encore dit il y a quelques mois « Vous avez une mémoire très vive, madame ». Il s'était même étonné de la liste de lectures que j'avais emportée pour l'été. Mais ce rapport-là, personne ne le voyait. Ce qui comptait maintenant, c'était ce que Margot racontait. Je sentais chaque regard se transformer. De voisine à voisine, j'étais passée au statut de cas. Une histoire de fin d'après-midi que l'on raconte en rentrant chez soi. Vous avez vu la mère de Margot, c'est terrible, elle radote la pauvre. Et vous, qui écoutez cette histoire, que ressentiriez-vous si votre propre enfant parlait de vous comme d'un problème devant tout le monde, sans même croiser votre regard ? Je me suis tournée vers ma porte. La clé était encore dans la serrure, là où je l'avais laissée en sortant quelques minutes plus tôt. Sur la petite console de bois, contre le mur, j'ai aperçu un objet qui n'aurait pas dû être là.
un trousseau de clés que je ne connaissais pas, avec un porte-clés en cuir portant le nom d'une société de service à domicile. Une carte de visite glissait à moitié sous le trousseau. Sur le logo, il y avait écrit « Résidence, sérénité, vivre accompagné en toute sécurité ». Mon cœur n'a pas accéléré. Il s'est fait soudain très dense, comme si l'on avait déposé un poids de pierre dans ma poitrine. Je me suis avancée, les yeux fixés sur cette carte. Les voix derrière moi continuaient, un murmure de compassion et de phrases toutes faites, mais elles devenaient lointaines, comme assourdies. Les lettres noires sur le papier blanc, en revanche, se découpaient avec une netteté cruelle. Je me suis penchée. Sur la carte, il y avait un nom, une date, une heure de rendez-vous. Et juste au-dessous, mon propre nom, écrit à la main dans une écriture que je reconnaissais trop bien. C'était celle de Margot. Astérisque, astérisque, astérisque. Pour comprendre comment j'en suis arrivée à cet instant, avec mon nom écrit sur une carte d'entrée pour une résidence où l'on place les gens pour leur bien, il faut remonter quelques mois en arrière. À cette époque, Margot venait me voir plus souvent. C'est ainsi qu'elle présentait les choses. En réalité, elle venait surtout vérifier. Les visites avaient commencé après la mort de mon mari, Armand, 5 ans plus tôt. Au début, elles étaient rares, un déjeuner par mois, parfois un cinéma lorsque l'affiche lui plaisait. Puis les années avaient passé, Margot avait pris de l'assurance dans sa carrière, dans son rôle de mère, dans sa façon d'occuper l'espace. Elle s'était peu à peu installée dans ma vie comme on occupe une pièce vide. « Tu ne devrais pas rester seule autant de temps », disait-elle. J'aimais ma solitude, j'aimais le bruit très léger du parquet qui craque le matin, la lumière qui glisse le long des rideaux, le silence précis de la bibliothèque. Armand n'avait jamais essayé de changer cela. Il disait que j'étais une femme de fond, pas de surface. Margot, elle, trouvait ce silence inquiétant. Elle arrivait donc, souvent sans prévenir, avec un sac de courses, une bouteille de jus de fruits et le regard déjà en train d'inspecter les détails. La poussière sur le buffet, l'ordonnance posée sur la table, le courrier empilé. « Tu as encore oublié de jeter les publicités », disait-elle en pinçant les lèvres. Je n'oubliais pas, je laissais les publicités sur la table de l'entrée parce que j'aimais découper les images pour mes listes de courses. Mais à ses yeux, tout devenait signe d'un possible début de désordre mental. Une pile de journaux, danger. Un rendez-vous noté 2 fois sur le calendrier, alerte. Une casserole oubliée sur le feu pendant 2 minutes, urgence. Le premier vrai incident a eu lieu un matin de janvier. Je revenais du marché avec un cabas plein de poireaux et de pommes. Il faisait froid, mes doigts étaient engourdis. J'ai posé les sacs dans la cuisine, allumé la bouilloire pour me préparer un thé, puis je suis allée enlever mon manteau dans le couloir. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. « Maman, t'es où ?» La voix de Margot était déjà dans le reproche. « Chez moi. À ta connaissance, je vis ailleurs ?» ai-je répondu avec un sourire. Elle n'a pas ri. « J'ai essayé de t'appeler 2 fois ce matin, tu ne répondais pas. » Je me suis assise sur la chaise du téléphone, celle qui a traversé 3 appartements avec moi. La bouilloire bourdonnait dans la cuisine. « J'étais au marché » ai-je expliqué. « Je ne vais pas emmener le téléphone avec moi tout de même. » « Tu pourrais au moins regarder les appels manqués. » Je me suis mordu la langue pour ne pas lui rappeler que j'avais appris à utiliser ce téléphone bien avant qu'elle ne sache lasser ses chaussures. La bouilloire a commencé à siffler. J'ai voulu me lever pour l'éteindre. « Attends, maman, ne raccroche pas tout de suite. J'ai une question pour les impôts. Tu as encore les papiers de la maison de campagne ?» La maison de campagne, celle où elle a passé ses étés à courir dans l'herbe, à se disputer avec son frère pour la cabane, à se plaindre du manque de réseau. Celle où Armand et moi avons passé nos dernières vacances, à regarder les hirondelles au coucher du soleil. J'ai fermé les yeux. « Oui, bien sûr, ai-je dit, c'est dans le classeur bleu, seconde étagère. » Margot a commencé à poser des questions très précises. Je répondais, une main sur le combiné, l'autre posée sur la table. Le sifflement de la bouilloire remplissait l'appartement comme une plainte. Je la sentais, cette plainte, arriver à son point le plus fort, puis redescendre. Je me suis levée. « Maman, tu m'écoutes ? » « Oui, je t'écoute. » Je suis allée jusqu'à la cuisine. La bouilloire sifflait encore, mais moins fort. Je l'ai éteinte. Il ne s'est rien passé, la maison n'a pas explosé, aucun pompier n'a débarqué.
Le soir, Margot est arrivée sans prévenir. Elle avait le manteau encore sur le dos, le visage tendu. « La voisine m'a appelée », m'a-t-elle dit dès la porte. « Elle a entendu une bouilloire siffler longtemps chez toi ce matin. » J'ai compris alors que chaque bruit dans cet immeuble avait une oreille pour l'écouter et une bouche pour le répéter. « Longtemps ?» ai-je demandé. « Ce n'était que quelques minutes. » « Quelques minutes, c'est déjà dangereux, » a tranché Margot. « Tu aurais pu oublier l'eau sur le feu. » Elle avait déjà transformé la bouilloire électrique en casserole sur une flamme nue. Dans son récit, je ne maîtrisais plus rien. À partir de ce jour-là, chaque petit détail devenait un argument. Un jour, je me suis trompée de jour pour un rendez-vous. Le lendemain, elle en parlait à la pharmacienne comme si j'avais failli me perdre dans un autre pays. Une autre fois, j'ai mélangé 2 prénoms dans une conversation. Elle l'a raconté à la concierge et cela s'est transformé en « elle ne reconnaît plus les gens ». Je restais polie, je la corrigeais parfois doucement. « Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, Margot ». Elle me répondait avec ce sourire qui n'atteint pas les yeux. « Maman, vous ne vous souvenez peut-être plus très bien ». Ce « vous » revenait de plus en plus souvent, un mur grammatical entre nous. Je n'étais pas naïve, je voyais bien les chiffres, les factures, les questions sur l'héritage. Armand avait laissé quelques économies, un appartement sans dette, des livres, des tableaux sans grande valeur, mais auxquels je tenais. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas pauvre. Dans un monde où tout se compte, une vieille femme seule avec un appartement dans Paris devient vite un projet. Et vous qui écoutez ma voix, à partir de quel moment commenceriez-vous à douter de vos proches si chaque geste banal était utilisé pour construire un dossier contre votre esprit ? Un matin, j'ai surpris Margot au téléphone dans le salon. Elle parlait bas, croyant que je dormais encore. « Oui, elle est seule, disait-elle. Oui, je pense que ce serait plus sûr. Elle refuse l'aide, mais elle ne se rend plus compte de ses limites. » Je n'ai pas bougé. J'ai reconnu le ton qu'elle prend en réunion de travail lorsqu'elle veut convaincre un partenaire. Il y avait dans sa voix une assurance froide. Elle parlait de moi comme si j'étais un bâtiment ancien dont il fallait sécuriser les fondations. « On pourra organiser une visite, continuait-elle. Vous verrez, elle est encore très élégante, mais contentez-vous de l'écouter, vous comprendrez. » Je me suis dégagée du mur en silence. Dans le miroir du couloir, j'ai vu mon propre reflet. Mes cheveux blancs relevés en chignon, ma robe de chambre en coton, mes yeux parfaitement clairs. Il n'y avait pas de folie dans ce regard-là. Il y avait de la colère en revanche, et une lucidité glacée. Je me suis promis ce matin-là que si Margot utilisait le quartier contre moi, j'utiliserais le quartier contre elle. Astérisque, astérisque, astérisque. Dans l'11e arrondissement où je vis depuis plus de 30 ans, les rues sont étroites, mais les informations circulent largement. La nouvelle boulangerie artisanale connaît plus de secrets que le commissariat. La fleuriste de la rue du Chemin Vert peut deviner une séparation rien qu'en regardant le bouquet choisi. Les cafés en terrasse sont des tribunes où l'on juge silencieusement les passants. J'ai toujours observé ce théâtre humain avec une curiosité discrète. Armand disait que j'étais la mémoire du quartier. Je savais quel couple s'était formé dans quelle cage d'escalier, qui avait quitté son mari pour un professeur de yoga, qui avait perdu son emploi sans oser le dire. Je n'avais jamais utilisé ces connaissances pour autre chose que pour ajuster la politesse de mes bonjours. Mais le jour où j'ai surpris Margot en train de brosser un portrait inquiétant de moi à la boulangère, quelque chose s'est déplacé. J'étais entrée dans la boulangerie ce petit matin-là avec l'intention d'acheter du pain aux céréales. J'avais mis mon manteau bleu marine, celui qu'Armand aimait, et j'avais pris soin de nouer mon foulard. Il faisait froid, mais le four à l'intérieur diffusait une chaleur douce. « C'est pour vous, Margot ?» demandait la boulangère en mettant des chouquettes dans un sachet. « Pour les enfants » répondit ma fille. « Maman, elle, ne mange plus vraiment le matin, elle oublie. » Je me suis arrêtée sur le seuil. Margot ne m'avait pas encore vue. La boulangère hocha la tête avec un petit sourire triste. « Pauvre madame, dit-elle, c'est difficile à cet âge-là. » « Oui, mais nous faisons ce que nous pouvons, » soupira Margot. « Je suis très attentive. Vous savez, je dois vérifier ses médicaments, vérifier qu'elle ne sorte pas seule trop longtemps. L'autre jour, elle s'est presque perdue en allant chez vous. » Je n'avais jamais eu de problème pour trouver la boulangerie. C'était la boulangerie qui avait changé 3 fois de propriétaire. Mais moi, j'étais toujours là. Margot parlait comme si j'étais un enfant de 3 ans. « Bonjour » ai-je dit finalement. Les 2 femmes se sont retournées. La boulangère a rougi et a murmuré un bonjour rapide. Margot a souri largement. «
Maman, je parlais de toi. J'avais cru comprendre, ai-je répondu. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait dit, je n'ai pas corrigé. Pas encore. Je me suis avancée vers le comptoir. Un pain aux céréales, s'il vous plaît, et une baguette tradition. La boulangère m'a observé avec un mélange de curiosité et de pitié. J'ai sorti ma carte bancaire sans hésitation, tapé mon code sans trembler. « Vous avez une très jolie mémoire pour les codes », a-t-elle lancé avec une petite plaisanterie. « Je m'entraîne », ai-je répondu. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi. La première fois qu'on vous plaint, on peut encore faire semblant de ne pas entendre. La deuxième fois, on commence à se demander. La troisième fois, il devient nécessaire d'agir. Je connaissais le réseau, je savais qui parlait à qui. Madame Lopez, la concierge, discutait souvent avec le facteur. Elle voyait chaque enveloppe, chaque colis, chaque pli recommandé. La boulangère, évidemment, était un centre névralgique. Le propriétaire du bistrot de l'Angle, lui, servait de café à tous les retraités du quartier. Et puis, il y avait Madame Clément, au 5e, qui organisait chaque année la collecte pour la fête des voisins et qui avait un avis sur tout. J'ai commencé par Madame Lopez. Ce matin-là, je suis descendue avec un petit sac de magazines. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser, ai-je dit. Je les ai déjà lus. Elle m'a remerciée, surprise. Nous n'étions pas proches, mais nous entretenions une politesse cordiale. « Dites-moi », ai-je ajouté d'un ton léger, « ma fille passe souvent par ici, n'est-ce pas ?»« Oui, assez souvent ces derniers temps », a-t-elle répondu. « C'est bien, au moins elle s'occupe de vous. » Cette phrase, je l'avais déjà entendue. « Elle vous a parlé de moi ?» Madame Lopez a hésité. « Vous savez, les enfants s'inquiètent, c'est normal. Elle dit que vous êtes un peu plus fatiguée. » Pas folle, pas encore. Le mot choisi restait prudent, mais la direction était claire. « Je suis fatiguée de devoir la rassurer, peut-être », ai-je murmuré. La concierge a levé les yeux vers moi. J'ai soutenu son regard calmement. Je n'avais pas besoin de protester trop fort. Dans ce quartier, la colère fait plus de bruit que la vérité. La vérité, elle, doit être présentée comme une évidence. Vous savez, ai-je poursuivi, si jamais quelqu'un vous dit que je ne sais plus ce que je fais, n'hésitez pas à venir me voir directement. Je préfère que l'on me parle franchement. Bien sûr, madame, bien sûr, s'est-elle empressée de dire. Je venais de lui offrir une autre version, pas en attaquant ma fille, mais en posant un principe. Si l'on devait juger de mon esprit, que l'on vienne au moins m'en parler en face. Dans cet immeuble, cela suffisait pour semer un premier doute. Et vous, si tout un quartier commençait à se faire une opinion de vous sans jamais vous adresser la parole, est-ce que vous oseriez descendre, comme je l'ai fait, pour reprendre vos droits sur votre propre histoire ? Les jours suivants, j'ai ajusté ma stratégie. À la boulangerie, je parlais de mes lectures avec tranquillité. Au bistrot, je commentais l'actualité avec précision. À la pharmacie, je posais des questions claires sur mes traitements, en expliquant que je ne voulais pas alourdir inutilement mon ordonnance. Chaque phrase était un message, destiné non seulement à mon interlocuteur, mais à toute la chaîne invisible qui transmettrait ces paroles. Je ne jouais pas un rôle, j'étais moi-même. Simplement, je faisais en sorte que le quartier voie ce que Margot essayait de cacher derrière ses récits dramatiques. Une femme âgée, oui, mais lucide, organisée, capable de décider pour elle-même. Astérisque, astérisque. Pendant que je tissais patiemment ce contre-récit, je commençais à collectionner des preuves. Margot avait sous-estimé ma capacité à écouter. Elle imaginait que je passais mes journées à regarder par la fenêtre, à compter les pigeons. Elle ne voyait pas que je savais exactement où elle posait ses papiers, quel numéro elle composait, comment elle arrangeait les objets en arrivant chez moi. Un après-midi, elle était venue avec un tas de documents à vérifier. « C'est seulement administratif », avait-elle assuré. « Je t'aide, c'est tout ». Elle avait étalé les feuilles sur la table du salon. Des formulaires, des courriers de la banque, une lettre du notaire. Je lui avais servi du thé, puis je m'étais assise en face d'elle. « Tu veux que je lise ?» avais-je demandé. « Non, ce n'est pas nécessaire », avait-elle répondu trop vite. Je l'ai laissé faire. Je savais qu'elle comptait sur ma fatigue présumée pour ne pas tout relire. Elle avait glissé un document vers moi. « Là, tu dois signer. C'est pour mettre ton compte courant en gestion conjointe au cas où tu aurais besoin d'aide. » Les mots étaient polis. « Au cas où tu aurais besoin d'aide. » J'ai pris le papier. J'ai posé mes lunettes sur mon nez, lentement. Margot a soupiré. « Maman, tu ne vas pas lire tout ça, si ?» « Si, je lisais vite. C'est l'un des rares avantages de vieillir sans perdre la vue. »
Le document parlait d'une procuration. Margot serait autorisée à effectuer des opérations sur mon compte, pour mon compte et en mon nom. Cela signifie que tu pourrais retirer de l'argent sans me demander ? Seulement pour t'aider, a-t-elle répondu. Je n'ai pas signé ce jour-là. J'ai prétexté un mal de tête. Elle s'est agacée mais n'a pas insisté. Plus tard, pourtant, j'ai trouvé une copie de ce même document dans sa sacoche avec une signature qui ressemblait étrangement à la mienne. Je connaissais ma signature, je savais comment ma main se posait sur le papier, la façon dont la boucle du G de mon prénom remontait légèrement. Sur cette copie, la boucle était trop ronde, trop parfaite. On reconnaissait la main de quelqu'un qui imite, pas celle de quelqu'un qui écrit. J'ai compris alors que la question allait au-delà des mots prononcés dans les couloirs. Elle touchait à ma liberté concrète. Je n'ai rien dit. J'ai glissé une feuille de papier carbone dans un vieux tiroir avec l'idée que, le moment venu, je pourrais comparer. J'ai rangé les relevés de compte dans un classeur rouge, bien à l'abri. Et j'ai pris contact avec le notaire d'Armand, celui qui m'avait toujours traité avec respect. Je préfère prévoir, lui ai-je dit lors de notre rendez-vous. On dirait que ma fille préfère prévoir aussi, mais nos prévisions ne vont pas dans la même direction. Il avait souri tristement. « Vous n'êtes pas la première », m'a-t-il répondu. Je lui ai demandé de tout m'expliquer lentement. Le mandat de protection future, les procurations, les résidences médicalisées, les signatures contestées. Je notais tout dans un carnet à couverture verte. Chaque mot devenait une arme possible. Et vous, à ma place, est-ce que vous auriez déjà confronté votre enfant ou bien auriez-vous, comme moi, choisi de vous armer d'abord en silence pour être sûr de ne pas parler dans le vide ? Astérisque, astérisque. La première fois que j'ai remporté une petite victoire publique, ce fut presque par accident. Mais j'ai su aussitôt la reconnaître. C'était lors d'une réunion de copropriété. Un de ces soirs où tout le monde se retrouve dans le hall, debout, les manteaux encore sur les épaules, un stylo à la main. On y parle de fuite d'eau, de travaux de toiture, d'augmentation de charges. J'avais toujours assisté à ces réunions. Armand s'y ennuyait, mais moi, j'y voyais un instant privilégié pour observer le petit théâtre des propriétaires. Ce soir-là, Margot avait insisté pour m'accompagner. « Ce sera plus simple si je suis là », avait-elle dit, au cas où vous confondriez les chiffres. Je m'étais contentée de hausser légèrement les sourcils. Nous étions tous regroupés près des boîtes aux lettres. Le syndic parlait, un homme au visage pâle qui lisait ses papiers sans lever les yeux. On discutait d'un devis pour refaire la cage d'escalier. Les voisins donnaient leur avis. À un moment, le syndic a demandé « Quelqu'un souhaite-t-il ajouter un point à l'ordre du jour ?» Avant même que je ne réfléchisse, Margot leva la main. « Oui, dit-elle, je voudrais évoquer la question de la sécurité des personnes âgées dans l'immeuble. » Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle prit un air grave. « Ma mère habite ici depuis longtemps. Elle est très attachée à ce lieu. Mais il y a des risques. L'autre jour, elle a failli tomber dans l'escalier. Je pense qu'il serait prudent d'envisager des rampes ou des solutions, et peut-être de réfléchir à une présence plus régulière de quelqu'un pour les personnes vulnérables. » Je n'étais pas tombée, j'avais posé le pied sur une marche un peu trop vite, c'est tout. Mais dans son récit, j'avais failli tomber, ce qui est plus spectaculaire. Un murmure a parcouru l'assemblée. Certains hochaient la tête. C'est vrai, il faudrait penser à cela. D'autres me regardaient avec une compassion renouvelée. Je sentais que la réunion, qui devait parler de peinture et de devis, se transformait en scène de charité. Je n'avais pas l'intention de laisser cela se produire sans dire un mot. J'ai levé la main à mon tour. « Je souhaiterais répondre », ai-je dit. Le syndic, surpris, m'a fait signe. « Je vous en prie, madame. » Du 4e, ai-je complété. Il est vrai que je suis attachée à cet immeuble. J'y ai élevé mes enfants. J'y ai vécu avec mon mari. J'y vis encore, avec ma tête et mes jambes. Quelques sourires ont glissé sur les visages. J'ai continué. La question de la sécurité est importante, bien sûr, mais je préférerais que l'on parle de cela en termes concrets. Par exemple, les lumières automatiques dans l'escalier ne fonctionnent pas toujours. Il m'est arrivé, comme à d'autres, de monter dans le noir. Cela, c'est dangereux, pour les jeunes comme pour les vieux. J'avais volontairement utilisé le mot « vieux », débarrassé de toute honte. Il flottait dans l'air, simple, direct. J'ai vu le petit monsieur du 3e approuver vigoureusement. Pour le reste, ai-je enchaîné, je suis encore capable de monter 4 étages sans ascenseur. Je vous invite, si vous en doutez, à m'accompagner la prochaine fois.
Un léger rire a parcouru le hall, pas moqueur, soulagement plutôt. Ils avaient besoin qu'on leur dise que tout n'était pas déjà perdu, que les vieux pouvaient monter les escaliers et parler clairement d'un devis. Le syndic a acquiescé. « Nous allons vérifier les lumières et l'éventuel besoin de rampe », a-t-il confirmé. « Mais il faut aussi respecter l'autonomie de chacun. » Je sentais Margot à ma droite raide comme un piquet. Sa petite démonstration de fille attentionnée venait de se retourner contre elle, sans violence, sans grand discours, simplement parce que j'avais pris la parole. À la fin de la réunion, alors que tout le monde se dispersait, Madame Clément est venue vers moi. « Vous avez bien parlé, m'a-t-elle dit. On voit bien que vous avez toute votre tête. » Toute votre tête? Les mots étaient simples, mais ils portaient lourd. À l'échelle d'un immeuble, ce genre de phrase vaut un certificat. Margot, elle, a attendu que nous soyons seuls dans l'ascenseur. « C'était inutile, a-t-elle lâché. Tu m'as fait passer pour une idiote. » « Je ne t'ai pas fait passer pour quoi que ce soit, ai-je répondu. J'ai simplement parlé de moi. » Elle m'a regardée comme si elle découvrait avec stupeur que le vieux meuble dans le coin était capable de bouger tout seul. « Vous savez, ai-je ajouté en la regardant droit dans les yeux, il y a une différence entre s'inquiéter pour quelqu'un et parler de lui comme s'il n'était déjà plus là. Je l'avais vouvoyé. Cette fois, c'était moi qui dressais le mur. Et vous qui écoutez encore, pensez-vous qu'il faut toujours se taire pour préserver la paix dans une famille, ou bien qu'il arrive un moment où se défendre en public devient une nécessité, même au prix d'un conflit ouvert? Dans le miroir au fond de l'ascenseur, nos deux visages se reflétaient côte à côte. Le sien, tendu, jeune encore, mais marqué par l'impatience. Le mien, ridé, mais calme. Deux générations, deux définitions du mot protection. Ce soir-là, en refermant la porte de mon appartement derrière moi, j'avais gagné quelque chose d'invisible. Une petite parcelle de mon image, rendue publique, m'appartenait de nouveau. Mais je savais aussi que Margot n'allait pas en rester là. Et lorsque, quelques semaines plus tard, je découvris cette carte de visite pour une résidence posée sur ma console, avec mon nom écrit par sa main, je compris que la bataille venait seulement de commencer. J'ai pris la carte de visite sur la console avec 2 doigts, comme on saisit un insecte que l'on ne veut pas écraser tout de suite. Le papier était épais, de bonne qualité. Résidence sérénité, vivre accompagné en toute sécurité. C'était une phrase qui sonnait comme une caresse et qui, pour moi, avait le goût d'une porte qui se referme à clé. En dessous, il y avait un nom de conseilleur, un numéro de téléphone et une date, mardi prochain, 15h30. À côté de cette date, mon propre prénom, Geneviève, et mon nom de famille, écrit par la main de Margot. Sa boucle du M était légèrement penchée vers la droite, comme toujours. Je suis restée là un moment, debout dans mon couloir, la carte dans la main, la tasse dans l'autre. De l'autre côté de la porte, j'entendais encore sa voix. « Vous comprenez, disait-elle à Madame Clément, elle a besoin d'être entourée, je ne peux pas être partout. » Je savais que, si j'ouvrais la porte trop vite, la scène serait la même que d'habitude. Margot prendrait ma main, la serrerait avec douceur et dirait « Maman, vous êtes fatiguée ». Puis elle me parlerait du projet pour mon bien. J'ai posé la tasse sur la console, très doucement, pour ne pas renverser une goutte. Le café était encore chaud. Je n'étais pas fatiguée, j'étais en train de choisir ma façon de répondre. Et vous, à ma place, auriez-vous crié tout de suite en déchirant la carte devant tout le monde, ou auriez-vous, comme moi, respiré un grand coup pour gagner quelques heures de réflexion? Je suis sortie dans le couloir avec la carte en main. Margot se tenait toujours à côté de la voisine. Elle jouait son rôle à la perfection, celui de la fille courageuse qui porte tout sur ses épaules. Ses yeux brillaient d'une inquiétude que personne ne remettait en question. « Margot, ai-je dit d'une voix calme, tu as oublié quelque chose chez moi. » Elle s'est retournée, un peu surprise. Elle a vu la carte dans ma main. Un éclair de contrariété a traversé son regard. Trop vite pour que Madame Clément le remarque, mais pas assez vite pour m'échapper. « Ah oui, a-t-elle répondu, je voulais justement vous en parler. »« De moi ou de la résidence ?» ai-je demandé. Je sentais le silence se resserrer autour de nous. La concierge avait cessé de balayer. La jeune femme du deuxième, qui faisait semblant de regarder son téléphone, ne lisait plus rien. Dans cet immeuble, une phrase suffit à transformer un couloir en salle de spectacle. Margot a pris la carte entre ses doigts.
Ce n'est qu'une visite, maman, a-t-elle expliqué. Pour voir, pour se renseigner, rien n'est décidé. Et pourtant, ai-je remarqué, c'est mon nom qui est écrit et pas le tien. Elle m'a adressé un sourire qu'elle devait croire rassurant. C'est vous qu'ils doivent évaluer, bien sûr. Ce évaluer m'a glacé. On évalue un objet, une performance, un bien immobilier. On ne devrait pas évaluer une mère comme on évalue un appartement à vendre. Mais je n'ai rien laissé paraître. Très bien, ai-je répondu, nous en parlerons calmement, toutes les deux. Je me suis tournée vers Madame Clément. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit, je n'ai pas encore l'intention de quitter le 4e étage. Les marches me tiennent en forme. Madame Clément a souri, un peu gênée. Bien sûr, a-t-elle bredouillé, c'est votre chez vous. Ce mot « chez vous » valait plus qu'il n'y paraissait. Il rappelait à tout le monde que cet appartement était le mien, pas celui de Margot. Le genre de détail qui reste dans un coin de la tête lorsque plus tard quelqu'un racontera cette scène à une amie. Je suis rentrée chez moi et j'ai verrouillé la porte, puis j'ai composé le numéro du notaire. Il m'a reçu 2 jours plus tard, dans son bureau aux Boiseries Sambre, tout près de la place des Vosges. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux lunettes fines, qui avait connu Armand, qui connaissait notre histoire, nos habitudes. Son assistante m'a proposé un verre d'eau. J'ai refusé, je voulais rester entièrement présente. « Qu'est-ce qui vous amène, madame » a-t-il demandé. Je lui ai posé la carte de la résidence Sérénité devant les yeux. « C'est ma fille qui m'amène » ai-je répondu. Il a lu attentivement, puis il a levé les yeux vers moi. « C'est une initiative que vous approuvez » ? Non. Je n'avais pas besoin de détailler. Il a compris. Les notaires entendent beaucoup de choses. Ils savent lire le non-dit. Je lui ai expliqué calmement. Les visites de Margot, ses récits exagérés au quartier, la tentative de procuration, la carte posée sur ma console. Je ne me suis pas laissée emporter. Chaque phrase était courte, précise, comme un rapport. « Je vois », a-t-il dit. « Vous avez raison de venir avant que les choses n'aillent plus loin. » « Je n'ai pas l'habitude d'être en retard », ai-je répondu. Nous avons parlé du mandat de protection future. Si vous le souhaitez, m'a-t-il expliqué, vous pouvez désigner à l'avance la personne qui sera chargée de veiller sur vous si, un jour, votre état ne vous permet plus de décider seul. Et si je ne choisis pas ma fille ? Il a soutenu mon regard. Vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez désigner une autre personne ou même un professionnel. L'important, c'est que ce soit votre choix, consigné maintenant, alors que personne ne peut contester votre discernement. Je me suis adossée au dossier de la chaise. Je veux que ce soit mon choix, oui, et je veux également que ce choix soit très difficile à renverser par quelqu'un qui raconterait que je suis confuse alors que je ne le suis pas. Nous avons rédigé. Je me suis désignée moi-même comme décisionnaire tant que mon médecin traitant ne signera pas, noir sur blanc, que je ne peux plus décider. Et j'ai nommé comme personne de confiance un homme que Margot ne penserait jamais à suspecter, mon petit-fils, Étienne, le fils de mon fils cadet, celui qui vit à Lyon, mais qui m'appelle tous les dimanches pour me parler de ses études. Il est jeune, ai-je dit au notaire, mais il a une chose rare, il écoute. C'est souvent plus utile que l'expérience, a répondu le notaire. Nous avons signé. J'ai pris le temps de bien former chaque lettre de mon nom. Le notaire m'a observé écrire. Il a ajouté une mention. Je certifie, a-t-il noté, que Madame Geneviève X m'a paru parfaitement lucide et informée au moment de la signature du présent mandat. C'était une phrase simple, mais elle avait la solidité d'un mur porteur. Avant de partir, je lui ai demandé « Si un jour quelqu'un tente de m'imposer une résidence contre mon gré, que se passera-t-il » ? « On regardera d'abord ce que vous avez décidé ici », a-t-il répondu en tapotant doucement le dossier. Dans le taxi du retour, je regardais les façades passer derrière la vitre. Paris défilait avec ses terrasses, ses vitrines, ses passants pressés. Je pensais à toutes ces vieilles femmes que j'avais croisées dans les rues au fil des années, tirant un caddie, tenant un sac de provisions, parfois parlant seules. Combien d'entre elles avaient été évaluées sans qu'on leur demande leur avis ? Et vous, en entendant cela, pensez-vous qu'il faudrait rendre ce type de démarche obligatoire pour tous, dès qu'on vieillit, pour que personne ne puisse décider à notre place sans notre accord ? Quand je suis rentrée à l'appartement, la lumière de l'après-midi glissait déjà sur les murs du salon. Margot était là. Elle avait la clé. Elle faisait semblant de ranger des papiers sur la table. « Où étiez-vous » a-t-elle demandé. Elle avait choisi la forme polie.
Mauvais signe. Cela voulait dire qu'elle préparait un discours. J'avais rendez-vous, ai-je répondu. Comme vous, mardi prochain à 15h30, n'est-ce pas? Elle a crispé légèrement les doigts sur le dossier de la chaise. Vous avez vu la carte, donc, a-t-elle murmuré. Elle était dans mon couloir. Il aurait été difficile de la manquer. Elle a respiré profondément. Maman, a-t-elle commencé, je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il faut être réaliste. Vous êtes seule, l'appartement est grand, il y a des risques. Je ne veux pas attendre qu'il arrive un accident. Quel genre d'accident? Une chute, un oubli, une fuite de gaz, que sais-je? Je n'ai jamais laissé le gaz allumé, ai-je rappelé. La bouilloire électrique, en revanche, vous la transformez souvent en incendie dans vos récits. Elle a levé les yeux au ciel. Vous minimisez. Et toi, tu dramatises. Nous sommes à égalité. Je me suis assise. Margot, ai-je dit, regarde-moi. Elle a obéi, un peu surprise par la fermeté de mon ton. Est-ce que tu me trouves folle? Ce n'est pas le mot. Alors quel est le mot? Elle a hésité. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit chercher une expression qui ne serait ni trop douce, ni trop douce. Fragile, a-t-elle fini par dire. Vous êtes devenu fragile. Physiquement, peut-être, je ne cours plus après le bus, mais ma tête va bien, tu le sais au fond. Ce que tu veux, ce n'est pas me soigner, c'est me déplacer là où ce sera plus commode pour toi. Elle s'est redressée, les joues un peu rouges. « Vous êtes injuste », a-t-elle protesté. « Je suis la seule à m'occuper de vous. »« Tu t'occupes de mon image, surtout, ai-je corrigé. Tu racontes à tout le quartier que je me perds en allant à la boulangerie. » Elle a serré les lèvres. « Je dis la vérité. »« Tu dis ta vérité, ai-je répliqué. Ce n'est pas la même chose. » Je voyais qu'elle s'agaçait. Elle n'aime pas quand les mots glissent. Elle préfère les phrases nettes, faciles à répéter. Quoi qu'il en soit, a-t-elle conclu, j'ai pris ce rendez-vous. Je serai avec vous. Nous irons voir. Vous verrez, ce n'est pas une prison. C'est agréable. C'est ce qu'on dit aussi des cages bien décorées, ai-je murmuré. Elle n'a pas relevé. Elle a rassemblé ses papiers et a annoncé qu'elle devait partir chercher les enfants à l'école. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'avais devant moi une semaine avant le mardi à 15h30, 7 jours, suffisamment de temps pour préparer ce qu'elle croyait être son grand jour et en faire le mien. Le dimanche suivant, j'ai lancé l'idée d'un goûter. Une galette des rois à la maison, ai-je proposé à Madame Lopez, à la boulangère, à 2 voisins croisés en bas. Comme avant, on ne se voit plus assez dans cet immeuble. L'idée a circulé vite. Le quartier aime les prétextes pour se rassembler. Bientôt, on parlait de « chez Geneviève », comme d'un événement. Dimanche à 16h, vous venez? Les réponses étaient presque toujours oui. J'ai choisi la date avec soin, 3 jours avant le rendez-vous à la résidence. Le dimanche, j'ai mis la nappe blanche, repassée, celle que j'utilise pour les occasions spéciales. J'ai sorti les assiettes en porcelaine, les verres à pied, j'ai acheté 2 galettes chez la boulangerie et j'ai préparé un thé noir, du café, du jus de pomme pour les enfants. Les premiers invités sont arrivés un peu avant 16h. Madame Clément avec un gâteau au yaourt, le couple du deuxième avec une bouteille de jus de fruits, Madame Lopez, les mains vides mais le sourire large. Le salon s'est rempli de manteaux, de rires, de bruits de chaises déplacées. J'avais tout calculé pour que la pièce soit pleine lorsque Margot arriverait. Elle est entrée avec un léger retard, comme souvent, persuadée que sa présence serait le point culminant de la réunion. En la voyant sur le seuil, j'ai ressenti une pointe de tristesse. Si elle avait su un jour combien de fois je l'avais présentée avec fierté, enfant, à mes propres amis, elle aurait peut-être hésité avant d'utiliser mon âge comme argument. « Je ne savais pas que tu invitais tout l'immeuble » a-t-elle murmuré en m'embrassant. « Je ne t'ai pas tout dit » ai-je répondu. « Moi aussi, j'ai mes surprises. » Étienne, mon petit-fils, était là aussi. Il avait pris le train de Lyon pour le week-end. Margot ne l'avait pas remarqué tout de suite. Quand elle l'a vu, elle a ouvert de grands yeux. « Étienne, mais tu ne devais pas avoir des examens ?»« J'ai trouvé une place dans un train » a-t-il répondu simplement. « Mamie m'a invité. » Je l'avais placé à côté de moi, à la table, de façon à ce qu'il puisse parler tranquillement avec les voisins.
Il avait un sourire doux, franc, qui inspirait confiance. Les jeunes, quand ils ne jouent pas les blasés, ont parfois une capacité étrange à désarmer la méfiance. « Alors, madame, vous lisez toujours autant ?» m'a demandé le monsieur du troisième. « Plus que jamais », ai-je répondu. Nous avons parlé de livres, de politique, de la hausse des prix, de la météo. Je veillais, dans chaque phrase, à montrer sans ostentation que mon esprit était alerte. Je rappelais un détail d'un article, un passage d'un roman, une date précise. « Vous avez meilleure mémoire que moi », a plaisanté madame Clément. « C'est parce que je m'entraîne à me souvenir de qui a mangé la fève chaque année », ai-je répliqué. Les rires ont fusé. À un moment, quand le bruit a un peu baissé, j'ai pris la parole. « Je vous remercie d'être venu », ai-je dit. « Cela me fait plaisir de vous avoir ici. On se croise souvent dans l'escalier, mais on oublie parfois de se parler vraiment. » J'ai laissé un silence. Il y a quelque chose que je voudrais dire devant tous, parce que je sais que dans un immeuble, les choses se savent, tôt ou tard. Je voyais déjà sur certains visages une curiosité inquiète. Les fêtes dégénèrent parfois en drame, ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais une démonstration, pas une scène. Ma fille s'inquiète beaucoup pour moi, ai-je poursuivi. C'est normal, mais parfois l'inquiétude peut se transformer en récit. Et les récits, vous le savez, ont tendance à grandir en circulant. J'ai regardé Margot, elle me fixait, le visage tendu. Alors, pour éviter que l'on raconte ma vie à ma place, je tiens à vous dire ceci, moi-même. Je suis vieille, oui. Je suis plus lente, oui. Mais je sais parfaitement où je vis, ce que je fais et ce que je veux. Je me suis tournée vers Étienne. Mon petit-fils Étienne peut en témoigner. Je lui ai demandé de venir parce que je lui fais confiance pour m'écouter sans me traiter comme une enfant. Étienne a rougi légèrement, mais il a hoché la tête. « Mamie m'a expliqué la situation », a-t-il dit. « Elle est très au clair. »« Quelle situation ?» a demandé quelqu'un au fond. Je ne voulais pas tomber dans le piège de raconter toute l'histoire d'un coup. Il fallait rester factuel. Ma fille a pris un rendez-vous pour visiter une résidence, ai-je dit, pour moi, sans me demander d'abord ce que j'en pensais. Un murmure a traversé la pièce. Le mot « résidence » déclenche dans un salon un mélange de pitié et de malaise. Chacun pense à quelqu'un. « Ce n'est qu'une visite », a protesté Margot. « Tu dramatises. » « Peut-être, ai-je répondu. C'est pour cela que je préfère vous le dire moi-même. Si un jour vous entendez dire que je ne sais plus ce que je fais, je vous invite à venir me poser la question directement. Je me suis tournée vers Madame Lopez. Je vous l'ai déjà dit, à vous. Elle a acquiescé. Oui, c'est vrai, a-t-elle confirmé. Et si un jour, ai-je ajouté, quelqu'un vous raconte que j'ai accepté de partir vivre ailleurs, dans une résidence, sachez que ce ne sera vrai que si vous m'entendez le dire, moi, de ma bouche. Cette phrase-là, je savais qu'elle sortirait de cet appartement, qu'elle descendrait l'escalier, qu'elle irait s'installer au comptoir de la boulangerie et derrière la caisse de la pharmacie. Il était important qu'elle soit simple, facile à répéter. Et vous, en entendant cette scène, pensez-vous que c'est une bonne idée de dire la vérité devant plusieurs témoins ou trouvez-vous que cela ne fait qu'exposer la fracture familiale à trop de regards ? Margot a pris la parole. « C'est ridicule, a-t-elle dit. Tu transformes tout en procès. J'essaye juste de t'aider. » Aider quelqu'un, ai-je répondu, ce n'est pas parler de lui comme s'il n'était plus là. Ce n'est pas décider à sa place où il doit finir ses jours. C'est lui demander calmement « Qu'est-ce que tu veux ?» Un silence s'est installé. Les gens ne savaient plus où poser leurs yeux. Sur moi, sur Margot, sur la galette. Étienne a brisé la tension. « Moi, je veux juste être sûr que mamie garde le choix », a-t-il dit. « Tant qu'elle peut décider, c'est à elle de le faire. » Il avait parlé tranquillement, sans agressivité. Mais sa phrase avait une force particulière. C'était la voix de la génération suivante, celle qui, un jour, sera peut-être à la place de Margot ou à la mienne. La conversation a repris, maladroite d'abord, puis plus fluide. On a parlé des résidences en général, des parents des uns et des autres, chacun avec une histoire. Une voisine a raconté comment sa propre mère avait été placée trop tôt et s'était éteinte en 6 mois. Un autre a dit que pour son père, cela avait été une bouée de sauvetage. La réalité est toujours plus compliquée que les bons et les méchants. Mais une chose était claire, désormais, si Margot voulait convaincre le quartier que je ne savais plus ce que je faisais, elle devrait passer au-dessus de ce maman-là, de ces phrases prononcées devant témoins. Lorsque le salon s'est vidé, que les assiettes étaient empilées dans l'évier et que le silence était revenu, Margot est restée. « C'était inutile », a-t-elle lancé, « tu as humilié tout le monde !»
Non, ai-je répondu, je nous ai replacés, toi et moi, à la bonne distance. Toi, tu as le droit de t'inquiéter, moi, j'ai le droit de décider. Elle m'a regardé longuement. Vous savez, a-t-elle dit finalement, si un jour vous tombez, ce n'est pas le regard de vos voisins qui vous ramassera, ce sera moi. Cette phrase, je l'ai gardée en mémoire. Elle n'était pas entièrement fausse, mais elle oubliait quelque chose. On tombe rarement sans témoin dans un endroit comme le nôtre. Il y a toujours un regard, une oreille, une bouche pour raconter. Et désormais, ces bouches ne raconteraient plus seulement sa version. Le mardi, nous sommes allés à la résidence Sérénité. Le bâtiment se trouvait en banlieue, dans une rue calme bordée de platanes. La façade était moderne, avec des balcons larges. À l'entrée, des jardinières avec des fleurs artificielles tentaient de donner une illusion de gaieté permanente. La conseillère nous a accueillis avec un sourire professionnel. « Bonjour, madame », a-t-elle dit en se tournant vers moi. « Vous êtes bien Geneviève X ?» « Oui », ai-je répondu, « et voici ma fille. » Je tenais à ce que les places soient claires. C'était moi, la personne concernée. Margot n'était qu'accompagnante. Nous avons visité un appartement témoin. Il était propre, fonctionnel. Tout était pensé pour la sécurité. Douche sans rebord, barre de maintien, bouton d'alarme. C'était rassurant, d'une certaine façon. Mais il manquait quelque chose que je ne saurais pas nommer autrement que par ce mot simple, une histoire. Ici, vous serez entouré, m'expliquait la conseillère. Nous organisons des activités, des sorties, vous ne serez plus seul. Je ne suis pas seule, ai-je corrigé calmement. J'ai des voisins, j'ai des amis, j'ai ma bibliothèque. Elle a continué imperturbable à réciter son discours. Elle parlait de charges allégées, de tranquillité pour la famille. Chaque phrase semblait destinée plus à Margot qu'à moi. À un moment, je me suis tournée vers elle. « Permettez-moi une question », ai-je dit. « Bien sûr », a-t-elle répondu. « Combien de personnes qui viennent visiter ici sont vraiment à l'origine de la visite ?» Elle a cligné des yeux. « Je ne comprends pas. Je veux dire, combien de mères, de pères, d'anciens professeurs, de médecins viennent vous voir de leur propre initiative en disant « Je voudrais vivre ici » et combien arrivent parce que leurs enfants ont décidé qu'il était temps ? Elle a hésité. C'était une question simple, mais elle n'avait pas l'habitude qu'on la pose ainsi. C'est souvent une décision de famille, a-t-elle fini par dire. Une décision de famille, ai-je répété, joli raccourci pour dire que certains décident et que d'autres se taisent. Margot a soufflé. « Maman, ce n'est pas le lieu pour ce genre de débat. » Au contraire, ai-je répondu, c'est exactement le lieu. La conseillère a tenté de reprendre le contrôle. « Vous savez, nous avons aussi un médecin coordonnateur », a-t-elle indiqué. « Il peut vous recevoir, faire une petite évaluation de votre état pour voir si ce type de structure est adapté. » Mon état a déjà été évalué, ai-je dit. Je suis sorti mon carnet vert de mon sac, celui où le notaire avait collé le mandat de protection. J'ai ouvert à la page où il avait écrit sa phrase. Mon notaire a certifié ma lucidité il y a moins d'une semaine. Mon médecin traitant m'a vu il y a 1 mois et n'a pas jugé utile de m'envoyer chez un spécialiste. Alors, pour l'instant, je considère que mon état est suffisant pour décider que je ne souhaite pas vivre ici. La conseillère a pris un air gêné. « Bien sûr, il n'y a aucune obligation, a-t-elle murmuré. Ce n'est qu'une proposition. » Je me suis tournée vers Margot. « Tu as entendu? Ce n'est qu'une proposition. » Elle a serré la mâchoire. « Très bien, a-t-elle répondu. Si tu refuses, je ne vais pas te porter de force jusqu'ici. Mais ne viens pas te plaindre le jour où… » Elle n'a pas terminé sa phrase. Peut-être parce qu'elle se voyait déjà, un jour, en train de raconter cette visite à quelqu'un. J'avais tout prévu, mais elle a refusé. Cette fois, au moins, l'histoire aurait un contrepoids. Nous sommes rentrés en silence. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Margot a pris de la distance. Moins de coups de téléphone, moins de visites. Elle boudait. Le quartier, lui, continuait de me parler avec cette politesse attentive que l'on réserve à ceux dont on a un jour douté. « Alors, vous êtes resté au 4e, finalement », m'a lancé le patron du bistrot. « Comme vous voyez », ai-je répondu. Les rumeurs s'étaient réajustées. Certains disaient que j'avais tenu tête, d'autres que la fille a exagéré. Une voisine a même soufflé un jour à l'oreille de Madame Lopez. « Il ne faut pas l'embêter, Geneviève, elle sait se défendre. »
Cette phrase m'a fait sourire. Je n'avais pas crié, pas menacé, pas cassé de vaisselle. J'avais simplement utilisé ce qui restait à ma portée, des mots, des témoins, des signatures. La rumeur, qui avait servi contre moi, était désormais obligée de compter avec ma voix. Et vous, en m'écoutant, pensez-vous que la force d'une personne âgée se mesure à sa capacité à crier ou à celle de parler clairement et de choisir le bon moment ? Un soir, Étienne m'a appelé. « Mamie, a-t-il dit, je voulais te remercier de m'avoir fait confiance. »« C'est moi qui te remercie, ai-je répondu. Tu as été très digne. » Il a hésité. « Maman est fâchée, tu sais. Elle dit que tu l'as humiliée devant tout le monde. » Un jour, ai-je soufflé, elle comprendra peut-être que je l'ai empêchée de faire quelque chose qu'elle aurait regretté toute sa vie. Ou peut-être qu'elle ne le comprendra jamais. Ce n'est pas à moi de choisir. Tu crois que ça s'arrangera ? Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, le boulevard brillait de lampadaires. Des silhouettes passaient, minuscules, sur le trottoir. Dans les familles, ai-je dit, il y a des déchirures qui se recousent et d'autres qui restent comme des coutures visibles. L'important, c'est de ne pas laisser quelqu'un ouvrir la peau sans anesthésie. Étienne a ri doucement. « Tu parles comme dans un livre ? C'est parce que j'en ai lu beaucoup ?» Nous avons raccroché. Je suis restée un moment dans le salon à écouter le bruit régulier du frigo, le lointain ronflement de la ville. Je pensais à Margot petite, à ses cheveux en bataille, à ses questions incessantes. Je repensais aussi à sa façon, aujourd'hui, de prendre tout en charge comme si elle devait porter le monde entier sur ses épaules. La peur transforme parfois les plus tendres en stratèges cruels. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier de la banque. On m'informait que toute tentative de modification de procuration sur mes comptes devait désormais être validée en ma présence avec ma signature. Le notaire avait fait son travail. J'ai rangé la lettre dans mon classeur rouge avec un soin presque affectueux. C'était un de ces papiers secs, sans émotion, qui pourtant protègent mieux qu'un discours. Le temps a passé. Le quartier a trouvé d'autres histoires. Une nouvelle famille s'est installée au 2e. La boulangère a changé encore une fois de fournisseur. On a refait la peinture de la cage d'escalier. Les conversations sont glissées vers d'autres sujets. Mais quelque chose avait changé en profondeur. Je n'étais plus seulement la mère de Margot. J'étais redevenue Geneviève, celle qui monte ses 4 étages, qui reçoit, qui lit, qui se défend. Un après-midi de printemps, alors que je sortais les plantes sur le rebord de la fenêtre, j'ai aperçu Margot en bas, sur le trottoir. Elle levait la tête. Nos regards se sont croisés. Elle m'a fait un signe de la main. Je l'ai imitée. Elle est montée, seule, sans prévenir. « Tu as un moment ?» a-t-elle demandé sur les paliers. « J'ai toute une fin de vie » ai-je répondu. « Entre donc. » Elle a posé son sac sur la chaise, regardé autour d'elle. « Tu n'as rien changé ?» a-t-elle remarqué. « Si, ai-je dit, j'ai changé ce que tu ne voyais pas. » Elle s'est assise. « Je voulais m'excuser » a-t-elle dâché. Cette phrase, je ne l'attendais pas si tôt. Elle m'a un peu surprise. Elle a continué. « J'ai eu peur, tu sais. Après la mort de papa, après les histoires avec d'autres personnes autour de moi. J'ai vu des parents de mes amis glisser très vite. Je ne voulais pas que ça t'arrive. Alors j'ai voulu tout encadrer. Je n'ai pas vu que, ce faisant, je t'effaçais. Je l'ai écouté sans l'interrompre. « Tu as le droit d'avoir peur, ai-je dit. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur que l'on doit transformer un parent en patient sans son consentement. » Elle a baissé les yeux. « Je sais, quand tu as parlé devant tout le monde, j'ai eu l'impression que tu me trahissais. Et puis, en reparlant avec Étienne, avec d'autres, je me suis dit que peut-être c'était moi qui avais commencé. Tu as commencé à raconter une histoire où j'étais le personnage secondaire, ai-je résumé. J'ai simplement réclamé le premier rôle de ma propre vie. » Elle a souri tristement. « Tu l'as très bien fait. » Nous avons parlé longtemps. Je ne dirais pas que tout a été résolu ce jour-là. Les blessures anciennes ne disparaissent pas en une conversation autour d'une tasse de thé. Mais nous avons au moins établi une chose. Désormais, si nous devions parler de mon avenir, ce serait à la première personne. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi. « Tu sais, a-t-elle murmuré, les voisins me regardent différemment maintenant. » Moi aussi, ai-je répondu. Ils savent que la fille dévouée peut aussi exagérer et que la vieille dame peut dire non. Cela nous protégera toutes les deux. Sur le palier, elle a hésité.
Tu crois qu'un jour tu voudras toi-même aller dans un endroit comme la résidence Sérénité? J'ai réfléchi. Peut-être, ai-je dit, si un jour je sens que l'escalier devient une montagne et que la solitude m'écrase plus qu'elle ne me plaît. Mais ce jour-là, ce sera moi qui te dirai « allons voir », pas l'inverse. Elle a hoché la tête. D'accord. La porte s'est refermée. Le soir, je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet vierge. J'ai commencé à écrire quelques lignes, pour moi, pour plus tard. Je voulais garder trace de cette période, pas pour me plaindre, mais pour me souvenir de ce que la rumeur peut faire à une vie et de la façon dont on peut parfois la retourner doucement. Je me suis demandé combien de femmes de mon âge dans cette ville vivaient des histoires similaires, sans voix, sans notaire, sans petit-fils à Lyon, sans galette des rois pour rassembler les voisins. Et vous, maintenant que vous avez écouté mon récit jusqu'au bout, que feriez-vous, honnêtement, si un jour vous vous aperceviez que l'on parle de vous comme d'un fantôme alors que vous êtes encore assis à votre table, une tasse de café à la main ? J'ai refermé le carnet. Dehors, quelqu'un riait dans la rue. La vie continuait, avec ses jugements rapides, ses malentendus, ses peurs. Mais dans mon petit appartement du 4e, j'avais récupéré l'essentiel, le droit de dire « je », sans que cela fasse rire personne. Je me suis levée, j'ai éteint la lumière du salon, puis j'ai monté, une fois encore, mes 4 étages intérieurs, ceux de ma mémoire. À chaque marche, un mot, une image, un visage. Armand, Étienne, Margot enfant avec ses genoux écorchés, Margot adulte avec ses dossiers trop lourds, la concierge, la boulangère, le notaire. Et tout en haut, dans un coin bien éclairé, il y avait cette phrase, simple, évidente. « Je sais encore qui je suis ». Tant que je serai capable de la prononcer, aucune carte de visite, aucune rumeur, aucun regard de pitié ne pourrait m'enfermer ailleurs que chez moi.